Le cœur de Paris battait au rythme effréné de ses habitants, mais sous la surface, dans les entrailles de la ville, une toute autre cadence régnait. Mathilde Durand, journaliste de 28 ans au regard vif et à l'esprit curieux, descendait les marches de la station Châtelet, son sac en bandoulière battant contre sa hanche au rythme de ses pas pressés. L'air chargé d'électricité statique et d'une odeur métallique familière l'enveloppa, comme un vieil ami malvenu. Les néons clignotants projetaient des ombres dansantes sur les murs carrelés, créant un jeu de lumière hypnotique. Le brouhaha habituel de la foule emplissait l'espace, un mélange de conversations étouffées, de pas précipités et du grondement lointain des rames. Alors qu'elle attendait sur le quai bondé, son attention fut soudainement captivée par une silhouette solitaire à l'extrémité de la plateforme. Un homme, vêtu d'un manteau gris délavé et d'un chapeau à large bord qui dissimulait son visage, se tenait immobile, contrastant étrangement avec l'effervescence environnante. Mathilde sentit un frisson parcourir son échine, une sensation qu'elle avait appris à ne jamais ignorer au fil de ses années de journalisme. Le métro arriva dans un crissement de métal contre métal, les portes s'ouvrant dans un sifflement pneumatique. Dans la bousculade qui s'ensuivit, Mathilde perdit de vue l'homme mystérieux. Elle monta dans la rame, se frayant un chemin parmi les passagers, son esprit toujours préoccupé par cette étrange apparition. « Excusez-moi » murmura-t-elle en se glissant entre deux hommes d'affaires absorbés par leur smartphone. C'est alors qu'elle le vit à nouveau. Il se tenait à l'autre bout du wagon, son visage toujours caché dans l'ombre. Mathilde sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose d'anormal dans la façon dont il se tenait, comme s'il n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Le train s'arrêta à la station suivante, Louvre-Rivoli. Dans le chaos des passagers montants et descendants, l'homme disparut. Mathilde regarda frénétiquement autour d'elle, mais il s'était évanoui comme s'il n'avait jamais existé. « Excusez-moi, dit-elle à un homme âgé à côté d'elle, sa voix trahissant une pointe d'urgence, avez-vous vu où est allé l'homme au chapeau gris ?» Le vieil homme la regarda avec perplexité, ses yeux plissés derrière ses lunettes épaisses. « Quel homme, mademoiselle ? Je n'ai vu personne correspondant à cette description. » Mathilde fronça les sourcils, son instinct de journaliste s'éveillant pleinement. Elle connaissait ce sentiment, cette excitation mêlée d'appréhension qui précédait toujours une grande histoire. Qui était cet homme mystérieux? Et pourquoi personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué? Alors que le métro reprenait sa course dans les tunnels sombres de Paris, Mathilde sentit qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Les lumières du wagon vacillèrent un instant, plongeant les passagers dans une obscurité momentanée. Lorsqu'elles se rallumèrent, Mathilde crut apercevoir, le temps d'un battement de cils, le reflet de l'homme mystérieux dans la vitre. Mais quand elle se retourna, il n'y avait que son propre visage, pâle et intrigué, qui lui rendait son regard. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette rencontre allait l'entraîner dans une histoire bien plus profonde et troublante qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Une histoire qui plongeait ses racines dans les profondeurs oubliées de Paris, dans des secrets enfouis depuis des générations. Alors que le métro filait vers sa prochaine destination, Mathilde serra son carnet de notes contre elle, déterminée à percer ce mystère. Les tunnels sombres semblaient murmurer des secrets, et elle était bien décidée à les écouter. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux mal fermés de l'appartement de Mathilde, illuminant une table couverte de papier épars et de tasses de café à moitié vides. La jeune journaliste, les cheveux en bataille et les yeux cernés, était penchée sur son ordinateur portable, ses doigts dansant frénétiquement sur le clavier. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait la fit sursauter. Antoine Lefebvre, son collègue et ami de longue date, entra dans le salon, deux cafés fumant à la main. « Tu as l'air d'avoir passé une nuit blanche », remarqua-t-il en lui tendant un des gobelets. Son sourire habituel était teinté d'inquiétude. Mathilde accepta le café avec gratitude, savourant la première gorgée avant de répondre. « Je n'ai pas pu dormir. Cette histoire, il y a quelque chose qui ne colle pas, Antoine. » Elle lui raconta en détail sa rencontre de la veille dans le métro, s'attendant à moitié à ce qu'il se moque de son imagination débordante. À sa grande surprise, Antoine l'écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus sérieux au fil de son récit. « Tu sais, dit-il en baissant la voix, comme s'il craignait d'être entendu, il y a des rumeurs qui circulent depuis des années sur des choses étranges dans le métro. Des apparitions, des bruits inexpliqués, des passagers qui disparaissent mystérieusement. » Intriguée, Mathilde se redressa sur sa chaise. « Tu en sais plus? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ?» Antoine haussa les épaules, mal à l'aise. « Ce ne sont que des histoires, Mathilde. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à maintenant. » Stimulée par cette nouvelle piste,
Mathilde passa la journée à fouiller dans les archives du journal et à parcourir des forums en ligne dédiés au paranormal. Ce qu'elle découvrit la glaça. Il y avait des dizaines de témoignages similaires aux siens, datant de plusieurs décennies. Tous parlaient d'un homme mystérieux, vêtu de gris, qui apparaissait et disparaissait dans les stations de métro. Alors qu'elle était plongée dans ses recherches, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Hésitante, elle décrocha. « Allô ? Mademoiselle Durand ?» Une voix masculine, âgée et tremblante, résonna à l'autre bout du fil. « Je m'appelle Georges Mercier. J'ai travaillé pour la RATP pendant 40 ans. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à certaines histoires sur le métro. » Le cœur de Mathilde s'accéléra. « Comment avez-vous eu mon numéro, monsieur Mercier ? » « Ça n'a pas d'importance, répondit-il rapidement, sa voix trahissant une urgence palpable. « Ce qui compte, c'est que je peux vous aider. Mais pas au téléphone. Retrouvez-moi ce soir à 22h à la station Père-Lachaise. Venez seul. » Avant que Mathilde ne puisse répondre, la ligne fut coupée. Elle resta assise un moment, pesant ses options. C'était risqué de rencontrer un inconnu si tard dans une station de métro. Mais son instinct de journaliste lui criait que c'était peut-être sa seule chance d'en apprendre davantage. « Tout va bien ? demanda Antoine, remarquant son expression troublée. Mathilde hésita, puis décida de lui faire confiance. « Antoine, j'ai besoin que tu me rendes un service ce soir. » La nuit était tombée sur Paris lorsque Mathilde arriva à la station Père-Lachaise. L'atmosphère était différente à cette heure tardive, le silence ponctué seulement par l'écho lointain des derniers métros. Elle descendit les escaliers, chaque pas résonnant dans le vide inquiétant de la station. Au bout du quai, une silhouette solitaire l'attendait. Georges Mercier était un vieil homme voûté, ses yeux bleus perçants contrastant avec son visage ridé. « Mademoiselle Durand, dit-il en guise de salutation. Suivez-moi. » Il la conduisit à travers un dédale de couloirs de service, jusqu'à une petite salle remplie de vieux dossiers et de plans jaunis du métro. L'odeur de poussière et de papier vieilli emplissait l'air. « Ce que je vais vous dire ne doit jamais être rendu public, commença Mercier, ses yeux scrutant le visage de Mathilde. C'est une histoire que la RATP a enterrée depuis des décennies. » Il lui raconta alors une histoire qui allait changer à jamais sa perception du monde souterrain parisien. Une histoire d'accidents inexpliqués, de disparitions mystérieuses, et d'une présence ancienne qui hantait les tunnels depuis bien plus longtemps que le métro lui-même n'existait. Alors que Mercier parlait, Mathilde sentait que chaque mot la plongeait plus profondément dans un mystère qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle réalisait que ce qu'elle avait pris pour une simple enquête journalistique venait de prendre une tournure bien plus sinistre et fascinante. Le mystère du métro parisien était plus profond et plus dangereux qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer, et elle était maintenant au cœur de cette histoire terrifiante. Une histoire qui allait la mener dans les recoins les plus sombres et les plus secrets de la ville lumière. La station Père-Lachaise était presque déserte lorsque Mathilde y arriva, quelques minutes avant 22h. Les néons clignotants projetaient des ombres dansantes sur les murs carrelés, créant une atmosphère inquiétante qui faisait écho à l'état d'esprit de la jeune journaliste. Le silence oppressant n'était rompu que par le bruit distant d'un train et le battement rapide de son propre cœur. « Mademoiselle Durand ?» Une voix chevrotante la fit sursauter. Elle se retourna pour voir un vieil homme voûté, aux yeux bleus perçants sous des sourcils broussailleux. Georges Mercier. Son visage était un patchwork de rides, chacune semblant raconter une histoire différente. « Suivez-moi, dit-il sans préambule, se dirigeant vers un couloir de service. Mathilde hésita un instant, puis le suivit, rassurée par la présence discrète d'Antoine qu'elle savait cacher quelque part, appareil photo en main. Mercier les conduisit dans un dédale de couloirs étroits et mal éclairés. L'odeur de renfermé et d'humidité s'intensifiait à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les entrailles de la station. Finalement, ils arrivèrent devant une porte en métal rouillé. Mercier sortit une clé de sa poche et, après un moment de lutte avec la serrure récalcitrante, ouvrit la porte. La pièce qui s'ouvrit devant eux était remplie de vieux dossiers et de plans jaunis du métro. Des étagères croulaient sous le poids de classeurs poussiéreux, et un bureau usé occupait un coin de la pièce. Mercier ferma soigneusement la porte derrière eux. « Ce que je vais vous dire ne doit jamais être rendu public, commença-t-il, ses yeux scrutant le visage de Mathilde. C'est une histoire que la RATP a enterrée depuis des décennies. » Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage. En 1967, il y a eu un terrible accident dans les tunnels entre République et Strasbourg-Saint-Denis. Un train a déraillé, causant la mort de dizaines de passagers. Mais ce n'était pas un simple accident.
Mathilde sentit un frisson parcourir son échine. Que voulez-vous dire? Le conducteur du train. Il a vu quelque chose dans le tunnel. Quelque chose qui l'a tellement effrayé qu'il a perdu le contrôle du train. Dans son rapport, avant qu'il ne soit censuré, il parlait d'une figure grise, fantomatique, qui flottait au-dessus des rails. Mathilde retint son souffle. La description correspondait parfaitement à l'homme qu'elle avait vu. Elle sentit son cœur s'accélérer, un mélange d'excitation et de peur montant en elle. Mercier continua, sa voix tremblant légèrement. Depuis cet accident, il y a eu d'innombrables témoignages de passagers et d'employés qui ont vu cette même figure. Certains pensent que c'est l'esprit d'une des victimes, condamné à hanter le métro pour l'éternité. Soudain, les lumières de la pièce vacillèrent. Un bruit sourd, comme un gémissement lointain, sembla résonner à travers les murs. Mathilde et Mercier échangèrent un regard alarmé. « Il nous a entendus, » murmura Mercier, son visage blême. « Il sait que nous parlons de lui. »« Qui ça, il ?» demanda Mathilde, le cœur battant. Mais avant que Mercier ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Antoine se tenait là, le visage pâle et les yeux écarquillés de peur. « Mathilde, il faut qu'on parte. »« Maintenant. »« Quoi ? Pourquoi ? » ?»« J'ai vu quelque chose dans le tunnel. Une silhouette. Elle venait vers nous. » Mathilde se tourna vers Mercier, mais le vieil homme avait disparu, comme englouti par les ombres. Une sensation de froid intense envahit la pièce, et les documents sur les étagères commencèrent à s'agiter, comme balayés par un vent invisible. Sans hésiter, Mathilde saisit quelques dossiers au hasard et les fourra dans son sac. « On s'en va. » Ils se précipitèrent hors de la pièce, courant à travers les couloirs sombres. Le bruit de leurs pas résonnait de façon assourdissante, mêlé à leur respiration haletante. Derrière eux, ils pouvaient entendre un son étrange, comme un murmure qui se transformait peu à peu en gémissement. Alors qu'ils atteignaient enfin le quai principal, Mathilde jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Son cœur manqua un battement. À l'autre bout du quai, une silhouette grise et floue se tenait immobile, les observant. Pendant une fraction de seconde, elle crut voir un visage se former dans la brume, un visage empreint de tristesse et de douleur. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la figure s'évanouit dans l'obscurité. Mathilde et Antoine émergèrent à la surface, haletants et tremblants. L'air frais de la nuit parisienne n'avait jamais semblé aussi doux. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda Antoine, sa voix encore teintée de peur. Mathilde secoua la tête, incapable de trouver les mots. Elle réalisait que ce qu'elle avait pris pour une simple enquête journalistique venait de prendre une tournure bien plus sinistre. Le mystère du métro parisien était plus profond et plus dangereux qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer, et elle était maintenant au cœur de cette histoire terrifiante. Alors qu'ils s'éloignaient de la station, Mathilde serra contre elle les dossiers qu'elle avait emportés. Elle savait que ces documents contenaient peut-être la clé de toute cette affaire. Une chose était sûre, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Qu'importe où cette enquête la mènerait, elle était déterminée à découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter les fantômes du passé de Paris. La nuit était encore jeune, et les secrets enfouis dans les profondeurs du métro parisien commençaient tout juste à remonter à la surface. Mathilde sentait que son monde ne serait plus jamais le même, et quelque part au fond d'elle, malgré la peur, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une excitation grandissante face au mystère qui se dévoilait devant elle. Les jours qui suivirent la rencontre avec Georges Mercier furent un tourbillon d'activités frénétiques pour Mathilde. Son petit appartement dans le 11e arrondissement s'était transformé en un véritable centre d'opération, les murs couverts de photos, de coupures de journaux et de notes griffonnées à la hâte. L'odeur du café froid et des pizzas réchauffées flottait dans l'air, témoignant des longues heures passées à éplucher les documents récupérés dans la mystérieuse salle des archives. Antoine, fidèle à son amitié, passait la plupart de son temps libre à aider Mathilde dans ses recherches. Ce soir-là, ils étaient tous deux penchés sur la table basse du salon, examinant un vieux plan du réseau de métro datant des années 60. « Regarde ça » dit Mathilde, pointant du doigt une section du plan. « Il y a des annotations manuscrites ici, parlant d'une zone de perturbation entre les stations République et Strasbourg-Saint-Denis. C'est exactement là où l'accident de 1967 a eu lieu. » Antoine fronça les sourcils, ajustant ses lunettes pour mieux voir. « Tu penses que c'est lié à ce que Mercier nous a raconté ?» Avant que Mathilde ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita un instant avant de décrocher. « Allô ? Mademoiselle Durand ?» Une voix féminine, âgée et tremblante, résonna à l'autre bout du fil. «
Je m'appelle Élise Beaumont. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à certaines histoires sur le métro. Le cœur de Mathilde fit un bond. Ce nom lui était familier. Elle l'avait vu mentionner dans plusieurs des vieux rapports qu'elle avait étudiés. Madame Beaumont, j'ai lu votre nom dans des documents datant des années 60. Comment est-ce possible? Un rire doux et triste lui répondit. Les secrets du métro sont plus profonds que vous ne pouvez l'imaginer, ma chère. Mais je peux vous aider à comprendre. Retrouvez-moi demain à midi à la librairie L'Œil du Temps, dans le quartier latin. Venez seul. La ligne fut coupée avant que Mathilde ne puisse poser d'autres questions. Elle resta un moment immobile, le téléphone toujours à l'oreille, son esprit tournant à plein régime. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Antoine, inquiet. Mathilde lui raconta brièvement la conversation. Je dois y aller, Antoine. C'est peut-être notre seule chance d'en apprendre plus. Le lendemain, Mathilde se rendit à la librairie indiquée. L'Œil du Temps était une petite boutique nichée dans une ruelle étroite, son enseigne en bois usé par les années. La clochette de la porte tinta doucement lorsqu'elle entra. L'intérieur était un labyrinthe de vieux livres, l'odeur de papier ancien et de cuir emplissant l'air. Au fond de la boutique, assise dans un fauteuil élimé, se trouvait une vieille dame aux cheveux blancs comme neige et aux yeux d'un bleu perçant. Mademoiselle Durand, dit-elle avec un sourire. Je vous attendais. Élise Beaumont semblait avoir plus de 90 ans, mais il y avait une vivacité dans son regard qui démentait son âge apparent. Elle invita Mathilde à s'asseoir et commença à parler d'une voix douce mais ferme. En 1967, j'étais une jeune chercheuse en paranormal. J'étudiais les phénomènes inexpliqués dans le métro parisien. Ce que j'ai découvert, c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle raconta à Mathilde une histoire incroyable de tunnels secrets, d'énergie mystérieuse et d'une entité ancienne endormie sous Paris. Selon elle, l'accident de 1967 n'était pas un accident, mais le résultat d'une tentative ratée de communiquer avec cette entité. Mais le plus important, dit Élise en se penchant en avant, c'est ceci. Elle sortit de sa poche un petit carnet en cuir usé et le tendit à Mathilde. Mes notes de recherche. Elles contiennent tout ce que j'ai appris, y compris comment communiquer avec l'entité. Mathilde prit le carnet avec révérence, sentant son poids dans ses mains. C'était comme si elle tenait la clé d'un mystère vieux de plusieurs décennies. Pourquoi me donner ça maintenant? Demanda-t-elle. Élise sourit tristement. Parce que le temps presse, ma chère. L'équilibre est en train de se rompre. Si rien n'est fait, ce qui dort sous Paris pourrait bientôt se réveiller. Et les conséquences seraient catastrophiques. Alors que Mathilde quittait la librairie, le carnet d'Élise soigneusement rangé dans son sac, elle ne put s'empêcher de frissonner. Elle avait le sentiment d'être observée. Se retournant brusquement, elle crut apercevoir une silhouette grise disparaître au coin de la rue. Le mystère s'épaississait, et Mathilde réalisait qu'elle était maintenant impliquée dans quelque chose qui dépassait de loin une simple enquête journalistique. Les secrets du métro parisien étaient sur le point d'être révélés, et elle était déterminée à aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Alors qu'elle s'éloignait rapidement, le carnet d'Élise pesant lourd dans son sac, Mathilde ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle venait de franchir un point de non-retour. L'aventure ne faisait que commencer, et les profondeurs de Paris recelaient encore bien des mystères à découvrir. Le carnet d'Élise Beaumont devint rapidement le centre de l'univers de Mathilde. Chaque page révélait de nouveaux mystères, tissant une toile complexe de secrets et de légendes urbaines qui semblaient s'étendre bien au-delà des tunnels du métro parisien. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans le petit appartement de Mathilde, Antoine pointa du doigt un symbole récurrent dans les notes d'Élise. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par la lueur blafarde de leurs écrans d'ordinateur et une lampe de bureau. L'atmosphère était chargée de tension et d'excitation. J'ai déjà vu ça quelque part, dit Antoine, les yeux plissés de concentration. Ses cheveux en bataille et sa barbe de 3 jours témoignaient des longues heures passées à décrypter les énigmes du carnet. Mathilde se pencha pour mieux voir, son épaule frôlant celle d'Antoine. Le symbole en question ressemblait à un enchevêtrement complexe de lignes et de cercles, comme une carte stellaire vue à travers un kaléidoscope. Après quelques recherches frénétiques sur Internet, ils trouvèrent la réponse. Le symbole était lié à un ancien culte parisien, les gardiens des profondeurs, qui croyaient en l'existence d'entités surnaturelles habitant sous la ville. Tu penses qu'Élise avait découvert quelque chose sur ce culte? Demanda Antoine, sa voix trahissant un mélange de fascination et d'appréhension. Mathilde hocha lentement la tête, son esprit tournant à plein régime. Et si ce n'était pas juste une légende?
si ces gardiens avaient vraiment trouvé quelque chose dans les tunnels. Leur conversation fut interrompue par un bruit sourd venant de l'extérieur. Mathilde se précipita à la fenêtre, écartant les rideaux d'un geste brusque. La rue en contrebas était plongée dans l'obscurité, à peine éclairée par les réverbères vacillants. Elle crut apercevoir une silhouette familière disparaître au coin de la rue, une forme grise et floue qui semblait glisser plutôt que marcher. « Il nous observe » murmura-t-elle, un frisson parcourant son échine. Antoine la rejoignit à la fenêtre, scrutant la nuit. « Qui ça, il ?» Mathilde hésita un instant avant de répondre. « Le fantôme du métro. Je crois qu'il nous suit. » Le lendemain, animés par un mélange de peur et de détermination, ils décidèrent de suivre une piste mentionnée dans le carnet d'Élise, une ancienne station de métro abandonnée, supposément utilisée par les « gardiens des profondeurs » pour leur rituel. Équipés de lampes torchées, de l'appareil photo d'Antoine et d'une bonne dose de courage, ils s'aventurèrent dans les tunnels sombres. L'air était lourd, chargé de poussière et d'une étrange odeur métallique qui semblait s'intensifier à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les entrailles de Paris. Le bruit de leurs pas résonnait de façon inquiétante dans le silence oppressant des tunnels. De temps en temps, un courant d'air froid les faisait frissonner, comme si les murs eux-mêmes respiraient. « Mathilde, regarde » chuchota Antoine, pointant sa lampe vers le mur. Des symboles familiers, semblables à ceux du carnet d'Élise, étaient gravés dans la pierre. Certains semblaient anciens, usés par le temps, tandis que d'autres paraissaient étrangement récents. Mais ce n'était pas tout. Au-delà, à peine visible dans la pénombre, se trouvait une porte en métal rouillé. Avec effort, ils parvinrent à l'ouvrir. Les gonds grincèrent sinistrement, comme s'ils n'avaient pas été utilisés depuis des décennies. Derrière se trouvait une petite pièce circulaire, au centre de laquelle trônait un étrange appareil, ressemblant à un mélange entre une radio antique et une machine à écrire. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura Mathilde, s'approchant pour l'examiner de plus près. L'appareil semblait vibrer légèrement sous ses doigts, comme s'il était animé d'une vie propre. Soudain, l'appareil s'anima, émettant un bourdonnement grave qui résonna dans toute la pièce. Des symboles étranges commencèrent à s'imprimer sur un rouleau de papier, dans un cliquetis mécanique qui semblait venir d'un autre âge. Antoine, pâle comme un linge, se pencha pour lire les symboles. Ses yeux s'écargilèrent d'horreur alors qu'il traduisait « Garde. Gardez-vous, des ombres qui marchent. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'un vent glacial balaya la pièce, éteignant leur lampe. Dans l'obscurité totale, Mathilde sentit une présence, comme si quelque chose de très ancien et de très puissant venait de s'éveiller. « Il faut qu'on sorte d'ici » cria Antoine, saisissant la main de Mathilde. Sa voix trahissait une panique à peine contenue. Ils coururent à travers les tunnels, leurs pas résonnant dans l'obscurité. La lumière vacillante de leurs lampes torchées, qu'ils avaient réussi à rallumer, projetait des ombres menaçantes sur les murs. Derrière eux, ils pouvaient entendre un bruit de pas, comme si quelque chose les poursuivait. Ce n'était pas le bruit de pas humains, mais plutôt un glissement sinistre, comme si les ombres elles-mêmes prenaient vie. Le cœur battant à tout rompre, Mathilde jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Une masse sombre et informe semblait se mouvoir dans l'obscurité, engloutissant la faible lumière de leur lampe. « Plus vite » hurla-t-elle à Antoine, tirant sur son bras pour l'encourager à accélérer. Ils tournèrent à un angle, puis un autre, perdant toute notion d'orientation dans ce labyrinthe souterrain. L'air devenait de plus en plus épais, chargé d'une odeur de moisissure et de quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de malsain. Enfin, ils aperçurent une lueur au loin, la sortie. Avec un dernier effort désespéré, ils se précipitèrent vers la lumière. Lorsqu'ils émergèrent enfin à la surface, haletants et tremblants, la nuit parisienne leur sembla étrangement accueillante. Les bruits familiers de la ville, klaxons lointains, rires de fêtards, ronronnements des voitures, étaient comme une mélodie rassurante après le silence oppressant des tunnels. Mathilde et Antoine s'effondrèrent sur un banc proche, essayant de reprendre leur souffle et leurs esprits. Leurs vêtements étaient couverts de poussière et de toiles d'araignée, témoins silencieux de leur aventure souterraine. « Qu'est-ce que c'était que ça » demanda Antoine, sa voix encore tremblante. Ses yeux, derrière ses lunettes embuées, reflétaient un mélange de peur et d'incrédulité. Mathilde secoua la tête, incapable de trouver les mots pour décrire ce qu'il venait de vivre. Elle réalisa qu'il venait de franchir un point de non-retour. Le mystère du métro parisien était bien plus profond et plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé, et elle savait maintenant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Je ne sais pas exactement » dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. «
Mais je pense que nous venons de réveiller quelque chose. Quelque chose qui dormait depuis longtemps sous Paris. Antoine sortit son appareil photo, vérifiant frénétiquement s'il avait réussi à capturer des images de leur expérience. La plupart des photos étaient floues ou trop sombres, mais une en particulier attira leur attention. On y voyait clairement la silhouette grise et floue qu'ils avaient aperçue à plusieurs reprises, son visage à moitié formé dans l'ombre, empreint d'une expression de tristesse et de douleur insondable. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Antoine, rangeant précautionneusement l'appareil photo. Mathilde serra les poings, déterminée. « On continue. On doit découvrir la vérité, peu importe ce qu'il en coûte. Il y a quelque chose sous Paris, quelque chose de dangereux, et je pense que nous sommes les seuls à pouvoir l'arrêter. » Alors qu'il s'éloignait de la bouche de métro, Mathilde ne put s'empêcher de jeter un regard en arrière. Pour un instant, elle crut voir une silhouette grise les observant depuis les ombres. Le fantôme du métro les surveillait, et elle savait que leur prochaine rencontre serait déterminante. La nuit parisienne semblait plus sombre que d'habitude, comme si les secrets qu'ils avaient découverts avaient terni l'éclat de la ville lumière. Mais Mathilde sentait aussi une étrange excitation monter en elle. Ils étaient sur le point de percer un mystère vieux de plusieurs décennies, peut-être même de plusieurs siècles. Tandis qu'ils marchaient dans les rues désertes, Mathilde et Antoine commencèrent à élaborer leur prochain plan d'action. Ils savaient que le temps pressait. Quelque chose s'était éveillé dans les profondeurs de Paris, et ils étaient peut-être les seuls à pouvoir l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Les jours qui suivirent leur expérience dans la station abandonnée furent un tourbillon d'activités frénétiques. L'appartement de Mathilde s'était transformé en un véritable quartier général, les murs couverts de photos, de cartes et de notes griffonnées à la hâte. L'odeur du café froid et des pizzas réchauffées flottait dans l'air, témoignant des longues heures de travail acharné. Mathilde et Antoine passaient leur journée à décoder les messages cryptiques de la machine étrange qu'ils avaient découverte, et leur nuit à explorer les recoins les plus sombres du métro parisien. Chaque nouvelle information semblait soulever plus de questions que de réponses, mais ils sentaient qu'ils se rapprochaient de quelque chose de grand. Un matin, alors qu'ils prenaient un café dans un bistrot près de la Bastille, essayant de mettre de l'ordre dans leur découverte, une femme âgée s'approcha de leur table. Son visage ridé portait les marques d'une vie longue et difficile, mais ses yeux brillaient d'une intelligence aiguë. « Vous êtes ceux qui posent des questions sur l'accident de 67, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mathilde acquiesça prudemment, échangeant un regard rapide avec Antoine. La femme jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle avant de continuer. « Je m'appelle Jeanne. J'étais là ce jour-là. Ce que j'ai vu, ce n'était pas un simple accident. » Elle s'assit à leur table, ses mains ridées tremblant légèrement alors qu'elle commençait son récit. Jeanne leur raconta une histoire terrifiante. Juste avant le déraillement, elle avait vu le conducteur lutter contre une force invisible qui semblait vouloir prendre le contrôle du train. Et puis, il y avait cette jeune femme, ajouta Jeanne, ses yeux se voilant de larmes. Elle tentait de faire quelque chose, de réciter une sorte d'incantation. Mais c'était trop tard. Mathilde et Antoine échangèrent un regard. Ils savaient qu'elle parlait d'Élise Beaumont. « Que s'est-il passé ensuite » demanda doucement Mathilde, son cœur battant la chamade. Jeanne ferma les yeux, comme si elle revivait ce moment terrible. Il y a eu un flash de lumière aveuglante, puis, le chaos. Le train a déraillé, et j'ai été projeté hors du wagon. Quand j'ai repris conscience, j'étais entouré de débris et de corps. Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Antoine lui tendit un verre d'eau, qu'elle accepta avec gratitude. Mais ce n'est pas tout, continua Jeanne après avoir pris une gorgée. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à voir des choses. Des ombres qui bougeaient dans les tunnels, des silhouettes qui apparaissaient et disparaissaient. Et parfois, la nuit, j'entendais des voix qui ne semblaient pas humaines. Mathilde sentit un frisson parcourir son échine. Le récit de Jeanne confirmait leurs pires craintes. Quelque chose s'était réveillé ce jour-là, quelque chose d'ancien et de dangereux. Armés de ces nouvelles informations, Mathilde et Antoine décidèrent de retourner à la station abandonnée. Cette fois, ils étaient préparés, apportant avec eux des copies des notes d'Élise, un équipement d'enregistrement sophistiqué et même quelques objets que le carnet d'Élise décrivait comme des « protections » contre les forces occultes. La descente dans les tunnels fut encore plus oppressante que la première fois. L'air semblait plus épais, chargé d'une tension presque palpable. Leurs pas résonnaient de façon sinistre dans le silence, comme si les murs eux-mêmes les observaient. Dans la petite pièce circulaire, ils réactivèrent la machine mystérieuse. Mais cette fois, au lieu de simplement imprimer des symboles, elle émit un son étrange,
comme un mélange de voix humaines et de bruits mécaniques. Antoine, travaillant frénétiquement sur son ordinateur portable, parvint à isoler une voix dans le chaos sonore. Leurs cœurs manquèrent un battement lorsqu'ils reconnurent la voix d'Élise Beaumont. Le gardien, il est réel, disait la voix, entrecoupée de parasites. Mais ce n'est pas ce que nous pensions. Il ne protège pas, il emprisonne. Quelque chose d'ancien, de puissant, piégé sous Paris. Il faut l'arrêter avant qu'il ne... La transmission s'interrompit brusquement dans un grésillement assourdissant. Au même moment, les murs de la pièce commencèrent à vibrer, et une brume grise commença à s'infiltrer par les fissures. « Mathilde » cria Antoine, pointant vers l'entrée du tunnel. Une silhouette familière se tenait là, l'homme au manteau gris. Mais cette fois, il ne disparut pas. Au contraire, il avança vers eux, son visage toujours caché dans l'ombre. « Qui êtes-vous » demanda Mathilde, sa voix tremblante mais déterminée. La figure s'arrêta, et pour la première fois, elle parla. Sa voix était comme le grincement du métal sur le rail, à la fois familière et totalement inhumaine. « Je suis le gardien, dit-il. Et vous êtes allé trop loin. » Soudain, le sol sous leurs pieds commença à trembler violemment. Des fissures apparurent dans les murs, s'élargissant rapidement. Des morceaux de plâtre et de béton tombaient autour d'eux, créant un nuage de poussière suffocant. « Il faut sortir d'ici » cria Antoine, saisissant Mathilde par le bras. Ils se précipitèrent vers la sortie, esquivant les débris qui tombaient autour d'eux. Derrière eux, ils pouvaient entendre le rire sinistre du gardien, se mêlant au bruit de l'effondrement. Alors qu'ils émergeaient à la surface, haletants et couverts de poussière, Mathilde réalisa qu'ils venaient de franchir un point de non-retour. Ils avaient découvert la vérité sur le mystère du métro parisien, mais cette vérité était plus terrifiante que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le gardien était réel, et il était déterminé à protéger son secret. Mathilde savait qu'il n'avait plus le choix, il devait agir, et vite, avant que quelque chose d'ancien et de terrible ne soit libéré sous les rues de Paris. Alors qu'ils s'éloignaient en titubant de la bouche de métro, les sirènes des pompiers résonnant au loin, Mathilde et Antoine échangèrent un regard lourd de sens. Leur quête de vérité les avait menés au bord d'un abîme, et ils savaient que la prochaine étape serait la plus dangereuse de toutes. La nuit parisienne semblait plus sombre que jamais, comme si les secrets qu'ils avaient découverts avaient terni l'éclat de la ville lumière. Mais dans l'obscurité, une lueur d'espoir persistait. Ils avaient percé le mystère, et maintenant, il ne leur restait plus qu'à trouver un moyen de sauver Paris, et peut-être le monde, de la menace qui sommeillait sous ses pieds. La nuit était tombée sur Paris, une nuit lourde de tensions et de dangers imminents. Les rues habituellement animées étaient étrangement calmes, comme si la ville elle-même retenait son souffle, consciente du drame qui allait se jouer dans ses entrailles. Mathilde et Antoine se tenaient à l'entrée de la station de métro Châtelet, la plus grande et la plus profonde du réseau parisien. L'air était chargé d'électricité statique, et une odeur âcre, mélange de métal et de quelque chose d'indéfinissable, flottait dans l'air. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Antoine, son visage pâle reflétant la lueur blafarde des néons. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il vérifiait une dernière fois leur équipement. Mathilde hocha la tête, serrant contre elle le sac contenant le carnet d'Élise et l'équipement qu'ils avaient rassemblé. Son visage était un masque de détermination, mais ses yeux trahissaient une peur qu'elle s'efforçait de contenir. « On n'a pas le choix. Si ce que nous avons découvert est vrai, toute la ville est en danger. » Ils descendirent les escaliers, s'enfonçant dans les entrailles de la terre. Les couloirs habituellement bondés étaient déserts, leurs pas résonnant de façon sinistre dans le silence oppressant. Chaque ombre semblait abriter une menace, chaque bruit distant faisait sursauter leurs nerfs à vif. Guidés par les notes d'Élise et leur propre instinct affûté par des semaines d'enquête, ils naviguèrent à travers un dédale de tunnels de service et de passages oubliés. L'air devenait de plus en plus lourd à mesure qu'ils s'enfonçaient, chargé d'une étrange électricité statique qui faisait dresser les cheveux sur leur nuque. Finalement, ils arrivèrent devant une porte massive, couverte de symboles semblables à ceux qu'ils avaient vus auparavant. Mathilde prit une profonde inspiration, échangeant un dernier regard avec Antoine avant de pousser la porte. La salle qui s'ouvrit devant eux était immense, un dôme souterrain soutenu par des piliers colossaux qui semblaient aussi anciens que Paris elle-même. Au centre se dressait une structure étrange, ressemblant à un mélange de machines antiques et d'hôtels mystiques. Des câbles et des tuyaux s'entrelaçaient autour de colonnes de pierre, fusionnant technologie moderne et architecture ancienne d'une manière qui défiait l'entendement. Et là, les attendants, se tenait le gardien. Sa silhouette grise et floue semblait à la fois solide et éthérée, comme si elle oscillait entre deux réalités. Son visage, à moitié caché dans l'ombre de son chapeau,
portait une expression de tristesse infinie mêlée à une détermination implacable. « Vous êtes venu, dit-il, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. Elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Vous ne comprenez pas ce que vous risquez de libérer. » Mathilde fit un pas en avant, rassemblant tout son courage. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient fermes. « Nous savons que vous emprisonnez quelque chose ici. Quelque chose d'ancien et de dangereux. Mais votre méthode ne fonctionne plus. Les accidents, les disparitions, ça doit s'arrêter. » Le gardien émit un rire sans joie, un son qui ressemblait plus au grincement du métal qu'à une expression humaine. « Vous pensez pouvoir faire mieux ? Des générations de gardiens ont sacrifié leur vie pour maintenir l'équilibre. Vous n'avez aucune idée de ce qui dort ici. » Soudain, le sol commença à trembler. Des fissures apparurent dans les murs, laissant échapper une lueur malsaine qui pulsait comme un cœur malade. L'air se chargea d'une odeur de soufre et d'électricité. « Il se réveille, » murmura le gardien, une note de peur dans sa voix pour la première fois. Mathilde réalisa qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Elle sortit le carnet d'Élise et commença à réciter l'incantation qu'elle avait découverte, une formule censée non pas emprisonner, mais apaiser l'entité ancienne. Le gardien tenta de l'arrêter, mais Antoine s'interposa, luttant contre la figure spectrale. Leurs corps semblaient se fondre et se séparer, dans un combat qui défiait les lois de la physique. La voix de Mathilde s'éleva, forte et claire, résonnant dans la caverne. Les mots anciens semblaient prendre vie, illuminant l'air autour d'elle. Les tremblements s'intensifièrent, la lumière devint aveuglante. Le gardien hurla, un cri qui semblait contenir toute la douleur et la solitude de siècles d'emprisonnement. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous allez tout nous détruire. » Mais Mathilde continua, puisant dans une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle comprenait maintenant. Le gardien n'était pas le véritable ennemi. Il était lui aussi une victime, piégée dans un cycle sans fin de peur et de méfiance. Alors que les derniers mots de l'incantation quittaient ses lèvres, une onde de choc traversa la caverne. Pendant un instant terrifiant, tout sembla s'effondrer autour d'eux. Mathilde et Antoine s'agrippèrent l'un à l'autre, certains que leur fin était venue. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Un silence profond tomba sur la caverne. Mathilde, Antoine et le gardien restèrent immobiles, attendant avec appréhension. Lentement, une douce lueur commença à émaner de la structure centrale. Ce n'était plus la lumière malsaine de tout à l'heure, mais quelque chose de chaud et de réconfortant. Une sensation de calme et de paix envahit la salle. Le gardien s'avança, stupéfait. Son apparence changeait, devenant plus solide, plus humaine. « Comment avez-vous fait ?» Mathilde, épuisée mais triomphante, expliqua, Élise avait compris. L'entité n'avait pas besoin d'être emprisonnée, mais comprise et apaisée. Votre peur l'a rendue dangereuse. En l'acceptant, en cherchant à communiquer plutôt qu'à contrôler, nous avons brisé le cycle. Le gardien resta silencieux un long moment, puis inclina lentement la tête. Peut-être que c'est pour cela que vous avez été guidé ici. Pour corriger nos erreurs. Alors que la lumière continuait de pulser doucement, Mathilde réalisa que leur aventure ne faisait que commencer. Ils avaient sauvé Paris d'une menace imminente, mais il restait encore tant à comprendre sur les mystères cachés sous la ville. Le gardien, libéré de son fardeau séculaire, semblait rajeunir à vue d'œil. « Il y a tant à faire, dit-il, sa voix empreinte d'un mélange de soulagement et d'excitation. Tant à apprendre, tant à réparer. » Mathilde et Antoine échangèrent un regard. Ils savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Ils étaient devenus les gardiens d'un secret qui changeait tout ce qu'ils croyaient savoir sur le monde. Alors qu'ils quittaient la caverne, guidés par le gardien vers un nouveau passage inconnu, Mathilde ne put s'empêcher de sourire. L'aventure ne faisait que commencer, et elle était prête à l'embrasser de tout son cœur. Paris s'éveillait à une nouvelle ère, où le mundane et le mystique se côtoyaient. Et Mathilde, Antoine et leur improbable allié spectral seraient là pour guider la ville à travers cette transformation extraordinaire. Les semaines qui suivirent la confrontation dans les profondeurs du métro furent un tourbillon d'activités frénétiques pour Mathilde et Antoine. Leur découverte avait déclenché une série d'événements qui allaient changer Paris, et peut-être le monde, pour toujours. Au début, il y eut le chaos. Des rumeurs sur des phénomènes étranges dans le métro se répandirent comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent avec des vidéos floues de lumières inexpliquées et de silhouettes spectrales aperçues furtivement sur les quais déserts. Les autorités tentèrent d'étouffer l'affaire, parlant de canulars et d'hystérie collective. Mais Mathilde,
fidèle à son instinct de journaliste et à sa promesse de révéler la vérité, publia un article détaillé dans le Parisien libre. Son récit, étayé par les preuves qu'elle et Antoine avaient accumulées au fil de leur enquête, était impossible à ignorer. L'impact fut immédiat et retentissant. La ville était divisée entre sceptiques et croyants, mais personne ne pouvait nier que quelque chose d'extraordinaire se produisait sous les rues de Paris. Un matin, alors qu'il prenait un café sur la terrasse d'un bistrot près de la Bastille, essayant de faire le point sur les événements des derniers jours, Antoine remarqua quelque chose d'étrange. « Regarde, dit-il, pointant vers une bouche de métro proche. Une douce lueur émanait de l'entrée, visible même en plein jour. Des passants s'arrêtaient, fascinés, certains osant même s'approcher pour toucher les murs qui semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. Mathilde sourit, un mélange de fierté et d'appréhension dans ses yeux. « Ça commence, murmura-t-elle. » Dans les jours qui suivirent, des phénomènes similaires furent rapportés dans toute la ville. Les stations de métro devenaient des lieux de fascination et d'émerveillement plutôt que de peur. L'entité ancienne, maintenant apaisée grâce à leur intervention, semblait partager sa connaissance et son énergie avec la ville. Les murs des tunnels se couvraient de symboles lumineux qui changeaient constamment, comme s'ils racontaient une histoire sans fin. Des passagers rapportaient des expériences extraordinaires, des visions du passé de Paris, des moments de clarté intense, des sensations de connexion profonde avec la ville et ses habitants. Les autorités n'eurent d'autre choix que de reconnaître publiquement l'existence de cette nouvelle réalité. Une commission spéciale fut créée pour étudier et gérer ces phénomènes, avec Mathilde et Antoine comme consultants principaux. Le gardien, libéré de son fardeau séculaire, devint leur allié le plus précieux. Son apparence avait changé, devenant plus humaine, mais conservant une aura de mystère. Il les aida à naviguer dans ce nouveau monde où le mystique et le quotidien se mêlaient de façon inattendue. « Ce que vous avez fait, leur dit-il un jour, alors qu'ils exploraient un nouveau passage secret sous le Louvre, c'est ouvrir une porte que beaucoup pensaient fermée à jamais. Vous avez rappelé à Paris, et au monde, que la magie et le mystère font partie intégrante de notre réalité. » Mathilde et Antoine échangèrent un regard. Ils avaient du mal à croire que quelques semaines plus tôt, ils menaient une vie ordinaire, ignorant tous des secrets qui dormaient sous leurs pieds. Les défis étaient nombreux. Il fallait gérer la curiosité du public tout en protégeant les aspects les plus sensibles de leur découverte. Des chercheurs du monde entier affluaient à Paris, espérant étudier ce phénomène unique. Les implications pour la science, la philosophie et même la spiritualité étaient vertigineuses. Mais il y avait aussi des moments de pure merveille. Un soir, alors qu'ils exploraient une station nouvellement éveillée, Mathilde se tourna vers Antoine. « Tu réalises ce que nous avons accompli, dit-elle, ses yeux brillants d'excitation. Nous avons non seulement résolu un mystère vieux de plusieurs décennies, mais nous avons aussi ouvert la porte à un tout nouveau chapitre de l'histoire de Paris, de l'histoire du monde. » Antoine hocha la tête, songeur. « Oui, mais je me demande, qu'est-ce que l'avenir nous réserve maintenant ?» Comme en réponse à sa question, un doux bourdonnement emplit l'air. Les murs de la station commencèrent à luire, formant des motifs complexes qui semblaient raconter une histoire. Des images de Paris à travers les âges dansaient devant leurs yeux, entremêlées de visions d'un futur à la fois familier et radicalement différent. Mathilde s'approcha, fascinée. « Je pense, dit-elle lentement, que c'est à nous de l'écrire. » Le gardien apparut à leur côté, son apparence plus lumineuse que jamais. « Vous avez brisé un cycle de peur et d'incompréhension qui durait depuis des siècles, dit-il. Mais votre travail ne fait que commencer. Il y a encore tant à apprendre, tant à découvrir. Et surtout, tant à partager avec le monde. » Mathilde regarda Antoine, puis le gardien. Elle sentait le poids de la responsabilité, mais aussi l'excitation de l'inconnu. Paris, la ville qu'elle aimait tant, s'ouvrait à une nouvelle dimension d'existence. Et elle était au cœur de cette transformation extraordinaire. « Alors, dit-elle avec un sourire déterminé, par où commençons-nous » Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la station, guidés par la lueur mystérieuse, Mathilde savait que leur aventure était loin d'être terminée. Le mystère du métro parisien avait été résolu, mais il avait ouvert la porte à 1000 autres énigmes. Paris s'éveillait à une nouvelle ère, où le mundane et le mystique se côtoyaient harmonieusement. Les rues au-dessus bourdonnaient d'une énergie renouvelée, comme si la ville elle-même célébrait cette renaissance. Et au cœur de tout cela, Mathilde, Antoine et leur improbable allié spectral continuaient d'explorer, d'apprendre et de s'émerveiller. Ils étaient les gardiens d'un nouveau savoir, les pionniers d'une nouvelle frontière entre le réel et l'imaginaire. Alors que les lumières dansaient autour d'eux, racontant des histoires d'un passé lointain et d'un futur encore à écrire,
Mathilde sentit son cœur s'emplir d'espoir et d'anticipation. L'aventure ne faisait que commencer, et elle était prête à l'embrasser de tout son être. Paris, la ville éternelle, avait retrouvé sa magie. Et grâce à Mathilde, Antoine et le gardien, cette magie allait désormais illuminer le monde entier.